Buongiorno a tutti. Bonjour à tous. Merci d'être ici. Mais surtout, je remercie maintenant les organisateurs de cette rencontre qui sont d'un grand intérêt, surtout par rapport à leur titre qui est très en harmonie avec le titre de ce meeting. Comment être soi-même. Deux orateurs qui sont ici aujourd'hui. Professeur Giovanni Stangelini et le docteur Sergio Zini. Pourquoi est-ce que j'ai dit que ça rentre en compte avec le meeting? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de dialogue. Le meeting est un dialogue. Et je pense aussi à quel point la rencontre d'hier, l'orateur français, dans la rencontre sur le nihilisme, disait que le nihilisme naît d'une observation de la rupture avec ce qui a précédé. Une rupture de ce dialogue entre ce qui est avant et ce qui vient après. Et nous a donné cette définition du nihilisme très belle. Ici, on parlera de dialogue, exactement l'opposé. Cette brève présentation que je vais faire pour laisser plus de place aux orateurs. Et puis après, peut-être éventuellement, on pourra prendre quelques questions. Je voudrais tout d'abord présenter le titre de cette rencontre, qui sont en fait deux. L'homme est un dialogue. Si je peux encore vous prendre une minute, je vous présenterai aussi les deux orateurs. Giovanni Stangelini est fondateur et professeur de psychologie dynamique à l'université de Chieti. C'est un professeur honoris causa en philosophie à la faculté de Chieti. Et son curriculum est très long et donc on ne va pas le citer en entier aujourd'hui, mais il est auteur de très nombreux livres, plus de 10 en langue italienne et anglaise. Il est président de la section de philosophie et de psychiatrie et de psychologie de l'Union européenne, l'Association européenne de psychologie et psychiatrie. Et je le remercie pour être ici aujourd'hui. Et puis, nous avons aussi une autre personne que beaucoup d'entre vous connaissent parce qu'il vient de Carpi. Il est le fondateur et âme de la coopérative sociale Nazareno qui est née sous l'expérience de Don Ivo. Ici au meeting, on a eu une expo sur Don Ivo. Il y a différents projets pour les personnes handicapées et d'autres initiatives comme le Festival international de l'handicap. Tout d'abord, changer l'autre ou le rencontrer. Jean Vanier, docteur en philosophie canadien et fondateur de deux organisations basées sur la communauté, l'Arc et Foi et Lumière, l'Arche et Foi et Lumière, qui ont été dédiées à des personnes avec un handicap. Hier soir, il m'a raconté qu'il
en traversant un parc, il a rencontré une personne qui était en train de mourir d'overdose. Il l'a secouru et il l'a reconnu parce que il l'avait déjà vu dans la communauté de l'Arche. Il l'a pris dans ses bras et lui, il lui a murmuré: toi, tu as toujours voulu changer, mais tu n'as jamais voulu me rencontrer. Mais ça, on traite ici d'un thème très important. Comment un changement peut arriver uniquement d'un échange, d'une rencontre entre les hommes. Sinon, c'est une violence. Dans la rencontre avec l'autre, on peut mettre seulement en avant le désir qu'on a à rencontrer la différence et pas le désir qu'on a à voir l'autre comme on pense. Et on pourrait penser que ce soit juste comme ça. Le second titre est L'homme en dialogue. C'est pris du livre de Sergio Dini. Non, de Giovanni Stangelini. C'est un homme fascinant qui nous permet... Je voudrais proposer à Giovanni Stangelini de partir de ceci, une phrase. Je ne dis pas que ça vaut le livre, parce que sinon on ne le lit plus, mais je la trouve d'un très grand intérêt. Je lis le point ici, le point du livre qu'on peut trouver dans les pages du début. Le dialogue est une espèce d'expérience. C'est pas simplement un échange verbal, un échange d'informations. Le dialogue est plutôt... il permet que quelque chose arrive. Ce qui émerge dans le dialogue, ce n'est pas moi, c'est le toi. Donc ça transcende les opinions des interlocuteurs. Le dialogue permet quelque chose qui est nouveau pour l'interlocuteur. Il y a peu, avec Sergio et Giovanni, nous sommes allés voir un morceau de l'expo. Nous sommes allés voir un morceau de l'expo. Et celui qui nous accompagnait, l'œuvre d'art est quelque chose qui est une espèce d'expérience que quelqu'un a fait. Et quand on arrive à la fin, c'est différent de quand on a commencé. Et ça, pour moi, ça m'a fait penser. C'est presque la définition que Giovanni fait du dialogue. Et donc, je pourrais dire pourquoi ça me touche cette phrase. Parce qu'il y a 3 paroles, 3 mots-clés. Le dialogue, l'expérience et le changement. Comme si c'était une séquence de paroles clés que lui, il avait mis à part. Et donc, si je demande ici à Giovanni si ceux-ci sont vraiment les mots-clés. Merci Cesare pour cette présentation si généreuse. Merci à vous de vous trouver ici un samedi après-midi à la fin du meeting. Je suis véritablement honorée par votre présence et j'espère en être à la hauteur. Comme le disait Cesare, il y aura beaucoup de temps pour dialoguer. Donc je vais proposer quelques pensées, quelques stimuli dont j'espère qu'ils vont susciter vos questions, vos interrogations à ce sujet. Dialogue, expérience, changement. Je voudrais commencer par dire qu'un dialogue qui vise au changement part du mauvais pied dès le départ. Parce que je pense que rares sont les personnes
qui rencontre l'autre pour être changé par l'autre. Cela arrive peut-être quelquefois dans le domaine professionnel, nous qui sommes psychiatres ou psychothérapeutes. Nos patients viennent nous voir parce qu'ils veulent changer quelque chose dans leur vie. Mais je crois qu'il est absolument traumatisant de faire une rencontre avec une personne qui veut te changer. Le changement est donc l'horizon du dialogue, mais ce ne peut pas être le premier pas du dialogue. Parce que je crois que chaque fois que nous rencontrons une autre personne, ce que nous désirons profondément, c'est que l'autre nous désire, nous aime tel que nous sommes. Et donc, qu'il ne désire pas nous changer. Cette pensée, qui concerne pour moi à la fois la rencontre thérapeutique, mais aussi tout type de rencontre, la rencontre entre enfants et parents et enfants, la rencontre avec l'autre de façon générale. Je crois que c'est la clé de lecture de la situation traumatisante par définition, qui est la situation de rencontre sans reconnaissance. Le traumatisme de ne pas être reconnu. Le traumatisme n'est pas un événement rare, ce traumatisme de ne pas être reconnu. C'est peut-être l'événement le plus commun de notre existence. Pour jouer avec les mots, je dirais que donne-nous aujourd'hui notre traumatisme quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre traumatisme de non-reconnaissance quotidien. Nous faisons quotidiennement l'expérience de ne pas être reconnus par l'autre. Et cette expérience est traumatisante et ce traumatisme communique à l'intérieur du désir. Nous qui désirons vraiment être reconnus par l'autre tel que nous sommes, nous sentons désirés autrement que nous sommes. Nous sentons que l'autre ne désire pas moi-même, mais mon changement. Mon changement dans quelle perspective? L'autre désire me changer pour que je ressemble à l'image que j'ai de moi. Mais je reviendrai sur ce sujet. Le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est le risque de commencer un dialogue avec l'intention de changer l'autre. Alors, qu'est-ce qu'un dialogue? Si l'on ne souhaite pas changer l'autre, si l'on n'a pas de finalité que je pourrais qualifier d'économique, c'est-à-dire qu'on utilise notre temps pour un but, acquérir quelque chose, modifier quelque chose. C'est le présupposé éthique, entre guillemets, de l'homme contemporain, de l'homme l'homo economicus, celui qui veut utiliser au mieux son temps et qui, par conséquent, arrive à la rencontre avec l'autre avec l'intention d'en tirer quelque chose. Voilà la première apolie. D'un côté, nous désirons être désirés tels que nous sommes, mais de l'autre, nous désirons que dans la rencontre avec l'autre se produise quelque chose et que ce qui se produit se fasse sous la forme du changement. Je laisserai cette question en suspens parce que je crois qu'il est parfois plus intéressant de se poser des questions que de répondre à ces questions. Deuxième point. De même qu'il y a un traumatisme de la non-reconnaissance, il y a aussi un traumatisme de la reconnaissance. La reconnaissance peut être traumatique parce qu'elle nous met face à nos responsabilités. Prenons un exemple. Le mythe est toujours intéressant lorsqu'il s'agit d'illustrer un propos. Prenons le mythe par définition, le mythe d'Œdipe. Tout le monde connaît l'histoire d'Œdipe.
Je ne vais pas la résumer. Mais il y a un moment, le tournant de l'histoire d'Œdipe, dans lequel Édipe se reconnaît. Mais au moment où Édipe se reconnaît, il rencontre son propre traumatisme. Alors comment faut-il le comprendre? Nous désirons être reconnus, nous désirons nous reconnaître, nous fondons notre éthique sur une éthique de l'auto-reconnaissance, de l'éthos de reconnaissance, mais la reconnaissance est aussi l'événement qui me place face à moi-même et donc face à ma responsabilité. Mais ce n'est pas seulement la responsabilité de ce que j'ai réalisé volontairement et intentionnellement, parce que bien entendu, Œdipe n'avait absolument pas l'intention de tuer son père, ni de coucher avec sa mère. Mais la reconnaissance me met face à la responsabilité de ce que j'ai réalisé involontairement et non intentionnellement. Et cette responsabilité est traumatisante. De l'autre côté, comment faire pour exister sans affronter la dramaticité de la rencontre, de la responsabilité que l'on trouve dans l'acte de reconnaissance? C'est la manière dont je dialogue avec moi-même, la manière dont je suis en dialogue avec l'altérité qui est en moi. Donc, le dialogue est un antidote par rapport au traumatisme de non-reconnaissance, mais malheureusement, le dialogue est aussi... Mais malheureusement, il peut aussi en être le début. Mais il y a une troisième éventualité dans cette dialectique entre traumatisme, reconnaissance et changement. C'est le traumatisme de pseudo-reconnaissance. C'est ce qui se passe à chaque fois que notre paresse ne nous fait pas rencontrer l'autre dans son altérité, mais nous fait rencontrer l'autre comme image de ce que je sais déjà, comme l'image de quelqu'un que je connais déjà. C'est absolument traumatique pour l'autre, même si cela me rassure, et à long terme, c'est aussi traumatisant pour moi. Prenons un autre mythe, pour être clair, le mythe de Narcisse. Le mythe de Narcisse peut se lire comme le mythe de celui qui tombe amoureux de lui-même. Mais on peut aussi le voir, en déplaçant légèrement la perspective, comme le mythe de celui qui tombe amoureux d'une image. C'est un peu comme l'histoire d'Œdipe. Œdipe ne sait pas que lui est son père et que l'autre est sa mère. Narcisse ne sait pas que ce reflet dans l'eau est lui-même. Donc il ne tombe pas amoureux de sa propre image, mais il tombe amoureux d'une image, comme nous le faisons tous. Chaque fois que nous rencontrons l'autre, nous ne tombons pas amoureux de l'altérité de l'autre. C'est trop compliqué, il faut trop de patience, il faut trop d'amour. Nous tombons amoureux de la représentation que nous avons de l'autre. Et je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci. Grazie. Merci. Gardons cela en suspens et nous allons réagir au cours de l'espace de temps que nous allons passer ensemble. J'aimerais faire agir tout de suite Sergio Zini sur ce point. Ce qu'on a dit jusqu'à là, c'est vraiment beaucoup de choses. On peut partir d'une chose qui m'a vraiment frappé depuis toujours, qui m'est revenue à l'esprit quand Giovanni a parlé. À l'occasion de ces 80 ans, Don Ivo, le fondateur de notre communauté, qui beaucoup d'entre vous ont vu à l'exposition qu'il y a ici au meeting. Et en cette vidéo, à un certain moment, il y a un moment où on lui pose des questions. Alors lui, il dit cette phrase qui m'est restée imprimée dans l'esprit. Quand un jeune veut changer l'autre, veut changer toutes les choses qu'il rencontre, et à la fin, au final, il s'aperçoit qu'il a du mal à changer soi-même. Ce réalisme
ce irréalisme qui sort de cette position, qu'après, c'est ce qui a caractérisé toujours cette histoire, ça m'aide vraiment beaucoup. L'histoire qui a raconté tout à l'heure Cesare de Jean Vanier, cette phrase qui a touché moi, même à moi. Parce que c'est comme si elle a dit que notre travail avec les personnes qu'elles en ont besoin part avec du mauvais pied, avec la recherche immédiate pour le changement. Comme par magie, comme si on arrivait avec quelques petites actions à modifier la réalité à notre image. En réalité, l'aspect le plus dramatique qui est la rencontre, parce que la rencontre est dramatique, ça nous pose devant une diversité qu'on doit apprendre à pardonner. Parce que si nous ne pardonnons pas la diversité de l'autre, on ne va jamais le rencontrer. Donc l'accueil de l'autre, le pardon et de sa diversité, ce sont deux choses fondamentales en cette dynamique relationnelle, cette dynamique réhabilitative et dynamique éducative, ce que vous voulez. Enfin, voilà. Une autre chose qui m'a frappé par rapport à ce qu'on disait avant, c'est sur le thème de la reconnaissance. Et quand on parlait du traumatisme de pseudo-reconnaissance, Narcisse me fait venir à l'esprit une personne avec l'autisme. Parce que l'autre n'existe pas. C'est comme si l'autiste, c'est celui qui est reflété dans l'eau. C'est son reflet. Mais il me fait venir à l'esprit combien les histoires des personnes avec handicap sont déterminées au fait qu'elles ont un handicap. Donc, on a une image d'eux qui en détermine leur vie, mais en plusieurs aspects. Le premier aspect pour lequel elle détermine la vie de ces personnes, c'est parce qu'ils entrent comme une subtile situation de malaise, de malaise psychique. Parce que ces choses, je les ai comprises. Par exemple, un jour, l'un de nos jeunes, il avait du mal à parler, il ne parle même pas. Il avait fait une chose qu'il ne fallait pas faire, mais c'était évident qu'il savait que c'était une chose qu'il ne fallait pas faire. Je me souviens que d'instinct, mais sans doute je le faisais avec conscience, je l'ai morigéné beaucoup, mais d'une manière très lourde, très forte. Et il me semble politiquement incorrect par rapport à une personne qui a des problèmes. Et la chose qui m'a frappé, c'est qu'à la fin de cette réquisitoire par rapport à cette personne m'a enlacé, m'a prise dans ses bras, et ça m'a touché parce que, à mon avis, cette personne, ce n'est pas la première fois qu'on la morigène, donc c'est une personne qui est considérée comme un sujet, à la place d'être considérée comme une personne qui ne sait pas ce qu'il fait. Je crois que le thème donc, de la situation de handicap passe au thème que les personnes ne sont pas reconnues comme sujets, mais elles deviennent une autre chose. Et c'est de cela qu'on parle pseudo, que je veux approfondir. Et elles deviennent autre chose. Elles deviennent donc un problème. Et voilà le changement. Parce que le problème se résolve. On ne le rencontre pas. Ça renferme notre esprit dans un schéma déjà reconstruit, alors que notre raison n'est pas une chose à renfermer. Elle est une ouverture envers les différentes possibilités qu'il peut y avoir. Parfois, c'est nous-mêmes qu'on se limite parce qu'on se sent plus sûr, plus certain. On se sent plus protégé des barrières qu'on met. En réalité, ce sont ces barrières-là qui nous précluent le rapport avec cette mystériosité qui représente l'autre personne. Je m'arrête ici. Ça marche ? Grazie. Merci.
Si je peux me permettre d'ajouter une petite pensée qui m'est venue à l'esprit lorsque tu parlais de différence et de notre peur. Je crois que notre peur se transforme, prend la forme d'un manque d'estime. Lorsque nous voyons l'autre et que nous en avons peur, nous commençons à perdre l'estime à son égard. Alors qu'on pourrait utiliser comme slogan la phrase qui dit que l'autre est la méthode qui nous guide. Nous devrions davantage suivre l'autre, obéir à l'autre, en pensant que l'origine du terme obéir signifie écouter. Mais nous avons peur parce que nous n'avons pas d'estime. Qu'en penses-tu ? Je crois que c'est juste. Le problème de l'estime, c'est un problème fondamental, mais surtout, je crois que ça concerne aussi une chose que Giovanni a dit tout à l'heure. Le thème, quand tu parlais de l'économie, de l'action, le thème c'est l'autre devient pour nous objet d'estime quand on le rencontre, donc quand on peut faire expérience avec lui d'une chose de laquelle on a vraiment besoin. Donc on devrait faire vraiment des comités pour la défendre. Maintenant on fait des comités pour la défense de l'eau, pour toutes ces choses-là. Mais il faudrait faire un comité pour la défense de la satisfaction. Ce n'est pas cette chose légère qu'on éprouve quand on satisfait nos envies, mais c'est une chose qui est contagieuse, que l'on voit encharnée dans un enfant de 3 ans qui se bouge sur sa motivation. Et c'est une chose qui t'implique. Et ça te fait dire, mais qu'il est beau de vivre comme ça. Et à mon avis, c'est la chose qui manque le plus au jour d'aujourd'hui, parce que chacun, aujourd'hui, est lié à son petit projet dans lequel il trouve son petit plaisir, son grand plaisir, pardon. Et satisfaction et plaisir, c'est une antinomie. L'autre aspect qui m'a fait venir à l'esprit cette chose, c'est que il y a quelques jours, en dialoguant avec une personne qu'avec Marc on appelle le secrétaire, une personne qui n'est pas capable de parler, qui a des problèmes de lésion, donc il est dystonique, il arrive à dire juste des voyelles. Donc en le connaissant, en passant du temps avec lui, j'ai appris à comprendre, j'ai appris à le comprendre, donc on fait des amusants, des discussions amusantes de politique. Par conséquent, je le provoque beaucoup parce que lui, c'est la typique personne, la cellule, celui qui exécute les ordres du parti. Alors, dans la discussion que l'on a fait, à un certain moment, cette discussion a pris une... il a commencé à me dire, il est devenu sérieux tout d'un coup. Et il m'a dit, moi, je ne ferai jamais un travail comme tous les autres. Je ne pourrai jamais me marier, je ne pourrai jamais avoir une petite copine. Mais se trouver devant soi-même une personne qui a une impossibilité d'accomplir tous les rêves qu'elle a, tu as l'impossibilité de l'aider à rendre ses rêves possibles. Et je dis ça. Mais toi, tu veux avoir une petite copine, une maison, une famille et travailler, ou tu veux être heureux? Parce que ce n'est pas gagné, que c'est la même chose. Voilà. Je n'ai jamais reçu beaucoup de temps d'applaudissements. Parce que c'est impressionnant. Où on t'applaudit tout de suite, ça arrive juste au meeting. On t'applaudit et tu rentres chez toi et voilà, c'est tout. On peut partir. Non. Cette question ouvre un problème, un discours très important. Mais c'est nous qui ont défini ce dont on a besoin ou ce dont on a besoin, on le rencontre. Et donc, ça dépasse ce qui peut être ce qu'on s'attend nous-mêmes. Mais dans la discussion avec cette personne, j'ai décidé d'ajouter une chose. Écoute, moi, je suis avec toi pour rechercher cette chose. Et ça, c'était l'autre morceau
de notre dialogue. Sinon, je l'aurais vexé de manière ultérieure. Ça aurait été une raison de plus pour le faire désespérer. Mais lui offrir la relation, l'aide à lui-même, ça aurait pu être une chose utile pour lui. Tu as soulevé de manière très pratique une question essentielle, et même deux. D'abord, celle de la jouissance, le fait de profiter de quelque chose. Et ensuite, ce qui s'est passé entre toi et ce jeune dans cette rencontre. Quelle a été l'action que tu as faite, ton mouvement qui a permis à cette rencontre de devenir un dialogue? Je vais essayer de répondre tout de suite à cette question. Ton mouvement, ton geste a consisté à reconnaître ces valeurs. Non pas les reconnaître dans le sens de les partager, mais dans le sens de les identifier. En quelque sorte, tu l'as placé face à une liste de choses qui ont de la valeur pour lui. Mais tu ne t'es pas limité à cela. Parce que tu aurais pu poursuivre avec un mouvement rassurant en disant « oui, c'est bien, c'est juste, la famille, se marier, etc. » Tu ne t'es pas contenté de reconnaître ces valeurs, mais tu as posé une question par rapport à la nature de ces valeurs et au lien que ces valeurs peuvent avoir avec le bonheur. Mais sans faire le geste de reconnaître ces valeurs, sans la précision de ton regard sur ces valeurs et sans le pas suivant de lui dire « mais est-ce que tu es vraiment sûr que ce sont ces valeurs-là qui conduisent au bonheur ?» ne serait pas arrivé ce qui est arrivé. Donc en quelque sorte, tu as eu un geste socratique. Tu as été le tafan socratique avec ce jeune. J'imagine que c'est un jeune. Parce que tu as posé une question qui, en éclairant ces valeurs, en a démonté la dimension naturelle, en a démonté le côté évident. Tu lui as dit, mais est-ce que tu es vraiment sûr que c'est exactement ce geste, ce mouvement, depuis que le dialogue existe comme forme philosophique et donc comme forme d'humanité, c'est-à-dire depuis l'époque de Socrate, c'est l'action de Socrate avec la jeunesse athénienne. C'est exactement comme cela ce que tu as fait. Tu t'es comporté de manière socratique. Et ça s'est bien passé, bien entendu, parce que il aurait pu t'envoyer un coup de poing aussi. Mais c'est le risque à courir chaque fois qu'on se comporte de manière socratique. Socrate, ça a été mal pour lui parce qu'il a eu droit à la ciguë, mais toi, tu n'y as pas encore eu droit. L'autre point, l'autre question est toujours la même. C'est la question de la jouissance, de la satisfaction. Dans une optique qui est peut-être moins naturalisante que la tienne. La satisfaction, la jouissance, est quelque chose que l'on peut obtenir dans la mesure où l'on parvient à dompter nos besoins et à les transformer en désirs. C'est-à-dire, tant que nous espérons, avec imprudence, que la satisfaction, la jouissance soit la satisfaction de nos besoins, nous restons esclaves de nos besoins. Lorsque, de manière responsable, nous agissons pour transformer notre besoin en désir, c'est-à-dire le libérer de sa coactivité, alors nous pouvons aller en direction de la jouissance. Cela se passe avec tous les sujets, qu'il s'agisse de boire un verre de vin. Je dis toujours à mes patients, buvez un verre de vin si vous n'avez pas besoin de le boire. Parce que si vous avez besoin de le boire, il vaut mieux que vous reveniez me voir et on en reparle. Mais au-delà du petit exemple, c'est ce qui arrive dans le rapport avec l'autre. Parce que j'ai besoin de l'autre. Mais tant que j'ai besoin de l'autre,
je ne laisse pas à l'autre la possibilité de manifester son altérité. Au contraire, je fais manifester mon besoin dans sa personne, dans son altérité. C'est-à-dire, l'autre ne peut se placer que en tant que celui qui satisfait mon besoin. C'est un rapport qui n'est pas libre. Mi verrebbe una domanda. J'aurais une question à poser à tous les deux. Je n'étais pas présent comme blague, mais je n'étais pas présent ce soir-là quand on a fait une blague. Je suis fou, mais je ne suis pas con. La prochaine fois que je nais médecin et pas patient. Mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de lui donner une réponse. Je voudrais poser donc une question. Je voudrais vous poser une question parce qu'il me semble que le malaise sort, toute la souffrance sort, même si pour l'instant nous n'avons pas encore utilisé ce mot. La souffrance qu'on rencontre et qu'on vit naît de certains éléments qui sont sortis aujourd'hui, l'interruption du dialogue, les traumatismes de la non-reconnaissance, une espèce de pathologie du désir. Donc je vous demande, qu'est-ce que le symptôme, cette chose qui pousse les personnes à s'adresser à vous? Parce que par exemple, dans le livre écrit par Giovanni, il parle de symptômes comme interruption du dialogue. Alors, le symptôme est une ressource, je dirais, et non pas comme la psychiatrie d'aujourd'hui dirait. Qui veut commencer? Ça, c'est un thème technique, le thème du symptôme. Ça me fait vraiment plaisir d'essayer d'éclaircir ma pensée. Je le ferai de manière agréable et accessible, la plus accessible possible. Tu as mentionné mon livre plusieurs fois, donc j'aurais bien en parler. J'ai écrit ces livres avec la tentative d'accomplir cette opération, de répondre à 3 questions, des questions très grandes. Je n'ai pas réussi, mais j'ai essayé. Qu'est-ce qu'un être humain? Qu'est-ce qu'un symptôme? Et qu'est-ce qu'un soin? Qu'est-ce que c'est un traitement, plutôt? J'ai essayé de répondre à ces questions de manière cohérente, mais j'en ai prise juste une. Parce que la clé de la réponse à ces questions, c'est toujours la même. Le dialogue. Un être humain est un dialogue avec l'altérité, donc l'altérité, c'est-à-dire les autres personnes, l'altérité que chacun de nous représente pour soi-même. Les symptômes et l'interruption de ce dialogue. À chaque fois qu'on interrompt ce dialogue avec l'altérité qui est à moi, qui pose mes émotions et mes désirs, que ce soit l'autre, l'altérité crie pour être écoutée. À chaque fois qu'on interrompt mon dialogue avec l'altérité ne tait pas, mais elle crie encore plus fort, de manière plus forte, pour être écoutée. C'est ça les symptômes. Donc très lointain de la conception du symptôme de manière diagnostique pour amener une personne à un état initial. Les symptômes, c'est la chose la plus chère qu'une personne peut avoir pour rencontrer pour rencontrer l'altérité. Le traitement, c'est vraiment ça. C'est une forme de dialogue, mais non pas un dialogue, n'importe quel type de dialogue. Un dialogue qui a une méthode très spécifique dont le but est de recoudre le dialogue avec l'altérité. J'ai mal répondu à cette question, mais juste une fois peut-être. Les symptômes et l'interruption du dialogue, c'est ce qui se passe quand on interrompt
le dialogue avec l'altérité. Mais l'altérité crie pour être écoutée. Donc, il faut écouter le symptôme comme quelque chose de très précieux, un cadeau que nous fait la personne bien souvent, pour que nous le prenions au sérieux. Bien sûr, je pense que c'est ce métier que nous faisons. Nous nous sentons de manière narcissique, reconnus de manière narcissique quand nos patients nous racontent les choses les plus intimes. Mais qu'y a-t-il de plus intime qu'un symptôme ? Je n'entends pas sa manifestation apparente, mais l'intérieur, la pulpe du symptôme. Le symptôme est l'allié le plus fidèle de la personne dans le parcours de connaissance de soi. Cette idée que tu as évoquée, ce concept que je partage pleinement, du symptôme comme cri, je pense que cela entre précisément dans la logique que nous essayons de décrire tout à l'heure du rapport avec l'autre. Parce que celui qui enlève le symptôme veut immédiatement changer l'autre. Tandis que celui qui essaye de l'affronter, de le comprendre, essaye de rencontrer l'autre. Parce que l'autre, c'est celui qui te dit en quelque sorte, qui te crie quelque chose à travers ces manifestations qui peuvent être parfois un peu étranges, parfois même dangereuses, voire agressives, parfois auto-agressives. Mais il ne faut jamais oublier que ce sont un cri. Puis, en pratique, il est important de ne pas éliminer le symptôme, mais de tenter de comprendre la raison de ce qui se passe. L'une des choses qui m'avait touchée, quand j'ai commencé à travailler, au départ, je ne savais pas travailler. Mais à l'époque, je ne savais pas que je ne savais pas travailler. Et maintenant, je sais que je ne sais pas travailler et j'en suis très content. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus serein en affrontant les situations parce que je reste face à la personne et je repars chaque fois que je rencontre une nouvelle personne. Donc je me rappelle que l'une des premières expériences, c'était une personne qui venait vers moi et je n'ai jamais bien compris ce qu'elle avait. Elle avait certainement un problème de déficit mental, intellectuel. Mais cette personne avait un défaut. Il aimait beaucoup écrire, donc il faisait des tableaux, il écrivait des tableaux de matchs de Serie A, de foot. Mais il commençait à écrire, il allait droit, et puis petit à petit, le bic tombait et toute l'écriture retombait. Alors moi, je suis éducateur, donc je vois ça, je vais dire, maintenant je vais t'aider, je vais te montrer le chemin. Je lui mets la ligne en dessous, donc il commence à écrire. Et puis, il écrivait sur la ligne et puis il descendait en dessous. Alors, j'ai dit maintenant, je vais te tromper, je vais te faire le carton creusé, comme ça, tu vas être obligé d'écrire dedans. Lui, il écrivait et puis il finissait par sortir quand même du carton. Donc, tentative supplémentaire, je vais te faire une case pour chaque lettre. Comme ça, tu vas forcément écrire droit. Après cet effort où lui, il a encore sorti du cadre, je me suis dit, mais c'est moi qui ai dû me tromper. Alors j'ai fait 3 pas en arrière. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'au bout de 3 mois, il écrivait beaucoup plus droit qu'avant. Mais parce qu'en fait, il était plus sûr de la relation avec moi et avec les autres. Donc on comprend bien que tout ce qui se passe est une demande de quelque chose. L'autre qui est face à toi te demande quelque chose. Certains te le demandent en te parlant verbalement et d'autres te le demandent d'une autre manière parce qu'ils n'ont jamais appris à demander. Ils ne sont pas capables de parler. Ils font ce qu'ils peuvent. Donc c'est avec une grande question qu'on doit se poser face à ces personnes avant d'avoir le désir de résoudre leurs problèmes ou d'éliminer les choses les plus problématiques. Autrement, notre métier devient une question d'ordre public et non de soins, de traitement.
Je crois que c'est quelque chose de fondamental dans ce monde qui se transforme de plus en plus. Les personnes qui sont malades sont considérées dangereuses. Et je crois que c'est exactement le contraire du thème du dialogue que nous tentons d'approfondir aujourd'hui. C'est vraiment comme ça. Il me vient à l'esprit une phrase d'un collègue pendant une supervision qui racontait une expérience pendant un service où il travaille, où il a activé des groupes familiaux de patients affectés des dérangements médico-dépressifs. Et l'idée, c'est que on ne met jamais les patients avec ses propres familiaux, mais ses propres parents, mais on met les patients avec les parents d'autres. Ça me paraît une idée vraiment géniale. Et dans ces rencontres avec les parents, les proches des autres, les proches racontent des choses qu'ils n'ont jamais racontées à d'autres personnes. Nos patients ne racontent pas beaucoup de choses. Il faut qu'on se parle clair. Ça ne m'étonne pas si ce collègue dit... Lui, quand il est revenu vers moi, il m'a dit « Oui, mais je ne vous raconte pas ces choses-là. » Il a dit au psychiatre. Mais je le dis aux parents des autres patients. Mais pourquoi nos patients ne nous disent pas leur monde? Qu'est-ce qu'ils s'attendent de nous? Qu'est-ce qu'ils s'attendent des bien et des moins bien de nous? Je crois tout d'abord qu'ils s'attendent qu'ils obtiennent ce qu'ils obtiennent de nous. Je crois que les psychiatres ont deux neurones. L'un pour la diagnostic et l'autre pour le médicament. Ça, c'est ce qu'il y a entre un hémisphère et l'autre. Et ça, c'est ce que la plupart de nos patients attendent des psychiatres standards. Ça veut dire individuer les symptômes, le principal, et après donner le médicament qui est ad hoc. Les patients n'attendent que tu leur dises la diagnostic la plus juste pour retourner à faire ce qu'ils font. Mais pour tous les autres patients, je ne parle pas que des patients psychotiques et tous les patients que tu vois. Et ça, c'est la façon la plus fausse pour conduire un dialogue. Et après, on ne parle pas d'un dialogue. Quelle est la manière la plus correcte pour faire un dialogue? C'est de se perdre dans le dialogue même. C'est de conduire un dialogue sans le conduire. Laisser que dans la rencontre avec l'autre, ça se produise les choses qu'il ne se passerait pas si on veut si on veut se poser les questions qu'on se pose. J'ai marqué une phrase d'un philosophe français qui s'appelle Derrida, qui ne parle pas des patients, mais qui parle de Dieu. Et il écrit « Dieu s'est séparé de soi pour nous laisser parler, nous étonner et nous interroger. Il ne l'a pas fait en parlant, mais en se taisant, en permettant au silence d'interrompre sa voix et ses signaux. Dieu est une interrogation de Dieu. » Je m'excuse, je me permets, mais peut-être que ce n'est pas le moment le plus adapté, mais je me permets de faire un commentaire de service en disant que si quelqu'un veut intervenir, il veut poser des questions, il peut le faire sans problème, on lui donne un micro et il peut poser sa question. Je voulais juste... je ne sais pas s'il n'y avait personne qui venait pour timidité ou si il pensait qu'il n'y avait pas la possibilité de faire ça. Merci. Donc, les symptômes n'est pas seulement un cri, mais c'est aussi une question.
c'est aussi une question de sens, je pense. Sì, credo di sì. Oui, je crois que oui. Je crois que c'est comme quelqu'un qui est dans une situation où il n'arrive plus à bouger et il fait quelque chose pour que quelqu'un le fasse bouger. C'est comme si un mouvement vers quelque chose de beau et de positif s'était interrompu et on est bloqué. Et alors on essaye de crier, de bouger des feuilles, de lancer des cailloux, parce qu'on a besoin de reprendre le chemin qui n'est plus là, qu'il a perdu. Peut-être parce qu'il y a un problème sur le plan relationnel avec l'autre, dans le rapport avec l'altérité, ou un problème de dialogue qui s'est interrompu, comme on disait. Je crois que sur ce point, il faut être très attentif, parce que cela permet de mieux affronter la personne que l'on a face à soi, plus librement et de façon plus cohérente. Je crois qu'il y a une question. Tu m'as fait venir à l'esprit un psychiatre italien qui a écrit un livre. C'était un amateur d'alpinisme et il a écrit à mi-parcours, à la moitié du mur, parce qu'il dit que souvent ceux qui se retournent restent bloqués sur le mur à la moitié, à mi-hauteur. Ils n'ont plus la force, le courage pour continuer vers l'avant, pour continuer à monter. Ils ont très peur de descendre et alors ils sont bloqués. Voilà, il y a enfin quelqu'un qui pose une question. Je voulais raconter un fait très bref et ensuite poser une question. Le fait s'est produit récemment. Voilà ce dont il s'agit. Dans un autobus, un Sénégalais a éjaculé sur une jeune fille. Cette jeune fille a eu très peur. Ce Sénégalais a été présenté devant le juge qui l'a laissé partir et quelques jours après, le fait s'est reproduit. Voilà le fait. Ma question, la voici. Vous parlez de dialogue et vous dites que le dialogue, c'est laisser l'autre crier. L'autre qui le laisser émerger ses besoins. Mais face à un fait de ce type, que signifie dialoguer? Merci. Je ne veux pas m'en sortir avec une plaisanterie, mais hurler c'est quelque chose, éjaculer c'est autre chose, bien entendu. Cela étant dit, la question ne peut pas être écartée d'une phrase. Est-ce structurel ou accidentel qu'il s'agisse d'un Sénégalais? C'est une question que je me poserai. J'ai du mal à croire que la réponse soit que c'est structurel. C'est-à-dire que la réponse traite un mâle adulte en tant que Sénégalais. Je considère de façon plus probable qu'il s'agisse d'un problème qui concerne un mâle adulte qui pourrait être caucasien ou latin. Je n'entre pas dans le détail du jugement du juge parce que je ne voudrais pas avoir de soucis avec la justice, mais surtout parce que ce n'est pas mon domaine. Je ne sais pas si l'exemple que vous citez est un exemple pertinent pour ce qui concerne le thème du dialogue. Il s'agit ici d'un délit, clairement. La réponse à un délit de ce type peut être dialoguée, mais elle peut être dialoguée une fois que l'on a garanti que la personne qui a commis le délit n'est plus dans les conditions de pouvoir le commettre. À ce moment-là,
peut commencer une phase dialoguée qui vaut pour le sénégalais, pour le valtellinais, pour l'italien, pour toute autre personne, et qui passe à travers une phase fondamentale, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi il l'a fait. Quelle que soit notre finalité, et j'espère que ce n'est pas une finalité punitive, mais une finalité réhabilitatrice, l'étape, le pas que l'on ne peut éviter, c'est de se demander pourquoi il l'a fait. Il faut ajouter un autre pas. La raison de cette personne pourrait être une raison absolument implausible ou incompréhensible dans notre monde. Parce que la raison des actions d'un individu doivent être demandées en tenant compte du monde dans lequel habite la personne. Dans ce cas précis, cela pourrait être, mais je ne le crois pas, un comportement qui a à voir avec le monde des Sénégalais, mais il est plus probable que ce soit un comportement qui trouve une explication à l'intérieur d'une forme de trouble mental, peut-être une perversion. Et donc, à l'intérieur du monde de la perversion, on peut trouver une réponse à cette question. Et en trouvant une réponse à cette question, on n'a bien entendu pas justifié l'auteur de cet acte, mais on a mis nos institutions dans les conditions de prévenir cet acte à travers un travail de discipline, si c'est nécessaire, mais également d'éducation. Bonsoir, je m'appelle Alessandra. Je voulais vous demander, ce que je suis en train de vivre en ce moment-là. Je suis en couple avec mon petit copain depuis 3 ans. On a fait un parcours ensemble, mais beaucoup de fois, je me rends compte d'être un couple, de vouloir continuer à être un couple avec lui, mais avec la prétention qu'il grandisse. Parce qu'il a beaucoup de route à faire encore. Il n'est pas mature sur beaucoup de points. Mais avant, on parlait du fait qu'il faut aimer l'autre comme il est. Mais toutefois, je ne crois pas que mon désir ou ma prétention dans ce cas-là, parce que beaucoup de fois c'est une prétention qu'il grandisse, ce soit des choses négatives. Parce que j'aimerais bien que notre relation, parce qu'on est en train de grandir, on est en train d'être plus mature, j'aimerais bien que notre rapport vise à être quelque chose de plus. Donc je me demande, je commence à désirer qu'il change. Je voudrais être avec lui, mais en même temps, il y a ce désir-là. Comment puis-je... Je n'arrive pas à comprendre si c'est un désir positif ou non. Merci. C'est un désir positif. Pourquoi il ne devrait pas être un désir positif? C'est le désir qu'une personne change. Le problème, c'est que ce n'est pas toi à changer l'autre personne. Le problème, c'est que l'autre change s'il veut changer. Mais il ne se passe pas seulement avec le petit copain, mais il se passe aussi avec des personnes qui ont des problèmes graves, comme le sont les personnes qu'on suit, les soi-disant malades. Parce que s'ils ne veulent pas changer, ils ne changent pas. Parce que la liberté est un don que le Dieu a fait aux hommes, à tous les hommes. C'est un grand don que le Dieu a fait pour tous. Mais cette liberté, c'est vraiment une liberté. Donc, si quelqu'un ne veut pas changer, il ne change pas. Je crois que une personne change dans la mesure que quand il a quelqu'un qui est à côté de lui, qu'il aime vraiment, il peut changer. Quelqu'un qui accepte sa personne, quelqu'un qui parfois n'est pas d'accord avec lui pour lui faire comprendre que peut-être il ne va pas bien ce qu'il dit. Mais c'est désirer que l'autre réalise soi-même, désirer que l'autre devienne vraiment ce pour qui il est fait. Désirer ceci. Et ça, c'est vraiment un changement. Ça change le regard sur l'autre. Mais sûrement, l'autre peut comprendre avec cela qu'il n'y a plus de prétention, mais il y a comme une attente
comme une attente que sa liberté se bouge. Si je peux me permettre une remarque, mais avant le mariage, il faut jamais dire après il changera, parce qu'après il changera jamais. Attention, nos femmes sont dans la salle, fais attention à ce que tu dis. Je peux essayer de répondre? Je suis psychologue du couple et de la famille. Je suis émue chaque fois que je rencontre cette question chez les jeunes, parce qu'ils ont appris à aimer à partir de la manière dont ils ont été aimés par leurs parents, c'est-à-dire avec une grande prétention qu'ils changent. Et donc pour eux, c'est le point culminant de l'amour de croire que l'autre doit constamment changer, grandir, progresser et correspondre totalement à l'image qu'ils ont en eux. Je ne sais pas si c'est clair cela. Pour le thème de ce soir du dialogue, je crois qu'une question de ce type, cher ami, une question de ce type manque. Dans une question de ce type, il manque vraiment le dialogue avec l'ordre profond que nous avons en nous, qui est de se demander, mais en quoi consiste vraiment l'essence du couple? Que signifie aimer pour un homme, une femme qui se mettent ensemble et construisent leur compagnie profonde, leur accompagnement profond du destin l'un de l'autre. Donc je crois qu'il est vraiment fondamental de s'éduquer à ce dialogue profond avec nous-mêmes et découvrir en nous la loi que nous n'avons pas inventée, parce que le rapport homme-femme, nous ne l'avons pas inventé nous-mêmes. Et le découvrir, je crois que c'est l'une des plus grandes aventures de la vie. Merci. Une seconde. Je ne sais pas si je vais le dire maintenant. Bon, alors nous posons encore quelques questions et puis ensuite, on verra. Bonsoir, je m'appelle Francesca. Je voudrais avoir votre avis sur une de mes réflexions. Sur le thème « Rencontrer l'autre », pour moi, c'est un thème très puissant et source de grandes réflexions. Et je me demande cela, en particulier à l'égard des personnes que nous considérons très différentes de nous, très distantes. L'approche commune est celle de la critique, du jugement. Plus la personne est distante de notre être, de notre existence, de notre vécu, plus nous, moi en premier, nous mettons dans une position de critique et de jugement. Voilà ce à quoi je réfléchissais. Et si, au contraire, on se mettait dans une attitude de découverte, de connaissance, et de nous demander qu'est-ce que je peux apprendre d'une personne si différente de moi. Merci. On peut poser d'autres questions peut-être? Je voulais faire deux remarques. L'une, c'est que nous parlons de patients et de symptômes. Alors je me demande, mais est-ce que ce n'est pas moi qui suis malade? Moi qui ne veux pas un rapport avec l'autre dans la mesure où je vois que l'autre est différent de moi? Et je m'en défends en ne commençant même pas le dialogue. Donc la nécessité, c'est la mienne, d'être libre dans le rapport et de le commencer. Donc le premier changement à faire, c'est le mien. L'autre observation, la voici. Il m'arrive souvent d'accueillir l'autre si je vois chez l'autre des aspects de ma personnalité. Et donc je projette sur l'autre des choses qui sont les miennes, qui m'appartiennent, qui viennent de moi.
Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Oui, je vais être très bref. C'est une simple question. Dans un rapport de vrai dialogue, donc d'écoute réciproque, de fait, ce dialogue-là suscite un changement. Bonjour. Vous avez parlé de la positivité, c'est-à-dire du fait que le symptôme est quelque chose de très positif. Parce qu'à travers le symptôme, on peut aider la personne qui va mal. Et vous avez parlé de dialogue. Alors voilà ma question. Si une personne va mal, donc elle a un symptôme lourd, elle n'est plus capable de dialoguer. Alors, comment peut-on relier ces deux choses? Et je pense qu'à partir de là, je pense qu'on peut partir de là. Vous, comment vous sentez-vous? Parce que la mère peut partir, si bien que les journaux sont pleins des mères qui s'en vont. Vous, qu'est-ce que vous dites de cela? Ultima domanda. Moi, je veux dire une chose très simple. Je suis enseignante, je proviens de la Suisse. Je veux vous dire, je veux vous raconter une petite expérience pour dire comment c'est vrai ce que vous nous dites. À un certain moment, on me présente un enfant d'un spécialiste d'émotisme électif qui le suivait depuis quelques années, qui n'arrivait pas à le faire parler. Alors, ils lui ont demandé de m'occuper de cet enfant qui était affecté de mutisme sélectif. Je me suis dit, je n'arriverai pas à le faire parler, mais je vais essayer quand même. Donc, je me suis présenté à cet enfant en lui disant tout simplement « Salut ». Et lui, il m'a souri. Je vois que tu es content que je t'ai dit salut. J'aimerais bien que tu me dises salut toi aussi. Mais sache que tu ne dois pas le faire. Tu n'as pas le devoir de ça. Tu peux le faire si tu le veux. J'aimerais bien que tu le fasses. Mais si tu ne le fais pas, je t'aimerais quand même. Tu pourras faire avec moi 1 million d'erreurs. Il y a encore une toute dernière question. Pardonnez-moi ma voix, mais j'ai un problème des cordes vocales. J'ai écouté avec un intérêt vraiment fort la rencontre d'aujourd'hui. Je suis resté vraiment charmé. Je ne m'attendais vraiment pas que c'était une chose comme ça. Même parce que chez moi, c'est comme ça tous les jours. J'ai une fille psychologue, une fille qui est psychothérapeute. Nous ne l'envions pas. Nous vous l'envions pas. Ma femme est très belle. Elle n'est pas le titre, mais elle est psychologue et psychothérapeute. Je me suis retrouvé avec des amis et un petit diplôme à la Bocconi que j'ai mis dans la poche parce que j'ai compris que cette étude était passée. Mais c'est une prémisse parce que peut-être ce n'est pas ici que je devrais poser cette question. Mais j'ai une question à poser. Ensuite, si vous pouvez me répondre, vous me répondez. J'ai beaucoup de problèmes avec les jugements et les préjugements. Merci beaucoup. Les préjugés, pardon. Merci. Et merci beaucoup pour ces questions.
Je voudrais inviter nos deux invités à essayer de répondre ou essayer d'aller à la rencontre de ces questions. Sergio, commence. Merci. Le thème de la rencontre avec l'autre et la grande diversité que parfois, que très souvent on rencontre, mais je crois qu'il y a toujours à apercevoir en l'autre quelque chose. La diversité est une richesse, n'est pas un problème. La diversité, c'est quelque chose qu'on ne s'attend pas. Je m'exprime. Je veux souligner la valeur de l'imprévu dans la vie des personnes. Parce que nous, on pense que l'imprévu, c'est une chose négative. Généralement, on le pense. L'imprévu est... Imprévu veut dire... Quand on dit que imprévu, ça veut dire que c'est une chose négative. Mais non. Il s'est produit qu'il m'est arrivé beaucoup d'imprévus, comme l'un de nos garçons s'était échappé, alors qu'il était dans la salle de peinture, et ça c'était un imprévu parce que personne ne le savait. Et c'est une chose que personne n'avait pensé qu'il pouvait faire. Mais cet imprévu a constitué pour lui les points de renaissance d'un mouvement pour sa satisfaction. Et il a arrêté d'être une personne déprimée et qui pensait juste d'être une personne incomplète. Est-ce que c'est clair? Certes, peut-être la question se référait à des situations un peu plus problématiques. J'ai à l'esprit un dialogue qui s'est passé avec une amie. Moi, je suis lesbienne. Alors, elle l'a regardé et lui a dit « Mais toi, tu as seulement ceci ?» Voilà. Ça, c'est une question qu'on devrait se poser. Parce que les catégories dans lesquelles on met les personnes sont des catégories qui excluent les personnes. Ce n'est pas un problème, ces catégories, mais c'est arrivé un petit mot en disant qu'on a 6 minutes. Alors on conclut. Sur l'autre chose, je suis d'accord, parce que quand quelqu'un commence à dialoguer avec l'autre, c'est le changement qui se produit. Ça, c'est logique. Quand les dialogues commencent, c'est déjà un changement parce que tu as déjà ouvert la porte. L'autre chose, sur les symptômes, certainement, il y a des symptômes qui sont très lourds beaucoup de fois. Et beaucoup de fois, on n'arrive pas dans l'immédiat à valoriser le symptôme ou ce qui se passe. Donc c'est clair qu'il faut intervenir d'une quelque manière pour réussir à dire que de toute manière que cette chose qui est en train de se passer, il faut l'arrêter parce qu'on peut me faire mal, il peut que je me fasse mal ou je peux me faire mal à d'autres personnes. Mais on ne peut pas l'arrêter comme ça parce que sinon il y aurait la police. Cesare, l'autre fois, il nous racontait une chose parce qu'il allait vers une personne en levant ses bras. Cette chose-là a été une chose comme ça. Et après, ils se sont enlacés à la fin. Cette chose-là est la seule manière bonne pour utiliser les mains. S'enlacer, c'est prendre dans ses propres bras. Deux petites choses encore. Soyons attentifs parce que quand on a une personne avec un problème, une chose qu'on fait, c'est qu'on se fixe sur les fixations. Alors, une personne a un problème, alors on essaie de résoudre ce problème. Mais, excusez-moi, mais ce problème n'est pas ce problème-ci, mais c'est le problème de la signification de sa vie. Alors, pourquoi on doit se fixer sur les fixations? Essayons d'entrer en relation avec la personne, essayons de connaître cette personne et offrir une opportunité à cette personne, quelque chose de bon qui s'est passé même à nous. Offrons aux autres les choses de bon qui sont passées à nous. On ne peut pas vivre sans jugement. On ne peut pas vivre sans jugement parce que je mange ou je ne mange pas, je mange ça, je mange cette autre chose, c'est un jugement. Le jugement entre dans notre vie en n'importe quel type de circonstances. On nous a dit de ne pas juger, mais ça crée un phénomène un peu dangereux. Parce que ne pas juger, mais moi je ne veux pas juger l'autre, mais ce qu'il fait, oui, je peux le juger, oui ou non. Ce qu'il fait, il faut que je le juge. Juste ce qu'il fait. Je me trouve dans l'équipe de travail. Parfois, je dis,
tu t'es trompé. Non, ça ne veut pas dire que tu es incapable. Non, tu t'es juste trompé. Parce que beaucoup de fois, on entend avec ça, ça révèle la consistance de la personne. Une personne consiste en ce qu'elle fait ou elle fait des choses juste parce qu'elle consiste en quelque chose d'autre. C'est-à-dire en chose à quelqu'un d'autre. Je passe le mot à Cesare. Merci. Nous allons essayer de répondre à Giovanni aux questions qu'il a. Donc ici, il m'est arrivé un message sur le téléphone. Je ne sais pas si c'est de quelqu'un qui est ici ou qui suit en streaming. C'est quelqu'un que je connais depuis 2-3 ans. Et il dit reprendre le dialogue avec un désir après un traumatisme, c'est une possibilité de reconnaître l'autre. Et ce dialogue s'appelle les générations. Donc nous pourrons aussi conclure sur cette phrase. Donc c'est absolument autocontradictoire parce que je voudrais conclure en faisant une éloge du temps perdu, de la Rome du temps. Et donc en 2 minutes, ici, ça va être mathématiquement impossible. Mais une chose, j'aimerais bien le dire. Nous avons un rapport avec l'autre de type économique. Aussi, quand on ne s'en rend pas compte, et même quand on ne voudrait pas avoir ce type de rapport. Et ça veut dire que nous nous attendons que quelque chose arrive, que quelque chose de positif arrive dans le rapport avec l'autre. Et ça met le rapport avec l'autre sur un plan économique, sur un plan de rendement, d'effectuement de projet. Nous devrions être nous-mêmes avec les autres. Et en partant de ce plan économique, on part du mauvais pied. Et plutôt que de critiquer l'autre, on devrait apprendre de l'autre. Et en effet, c'est mieux de se mettre dans cette situation. Mais aussi, quand on dit il faut apprendre de l'autre, là déjà, on part d'un point de vue économique. Nous sommes à ce point en crise de ce préjudice économique qu'on l'applique à tout type de rapport qu'on a. Et la jeune fille qui nous a demandé qu'est-ce que je dois faire. Et une amie lui aurait peut-être répondu oui, si ça va comme ça, tu peux continuer ta relation avec lui. Si ça va plus, tu dois le laisser. C'est une réponse légitime, mais c'est faux. C'est pas juste parce que ça peut pas être l'échelle avec laquelle on mesure la beauté et la bonté d'un rapport. La manière avec laquelle on quantifie un rapport, d'un point de vue, si on mesure un rapport avec un point de vue économique, on est déjà sur la mauvaise route. On part dans la mauvaise direction. Et donc je remercie ici nos 2 orateurs qui nous ont accompagnés dans ce dialogue. Je voudrais conclure seulement avec quelques mots. Nous sommes psychiatres et on s'occupe de psychiatrie et de la misère, mais nous sommes aussi passionnés par cette misère. Et moi je crois que dans ce monde dans lequel souvent nous avons, où on a l'impression que tout est perdu. Mais quand nous, par exemple, nous sommes dans la réhabilitation et qu'on essaye de récupérer quelque chose qui est perdu, alors d'abord on doit se rendre compte que s'il y a quelque chose qui est vraiment perdu, c'est bon que ce soit désirable de vouloir le récupérer. Être dans la compagnie avec l'autre, le faire avec l'autre, c'est ça la clé. Et puis après, ce qui est possible d'obtenir,
ça va au-delà du nihilisme, ça doit aller au-delà du nihilisme et du scepticisme qui nous entoure. Et lorsque je pense aux peurs qui nous entourent, l'histoire d'Oliver Twist me vient quand Signor Barlow voit en lui le bon, c'est-à-dire ce qui peut être évalué, le beau qu'il lui a en lui, peu importe toutes les rumeurs qu'il y a autour. Moi, je crois que la croyance en le bien de l'autre, ça c'est vraiment la base de notre travail. Je pense qu'on doit remercier Giovanni Stangelini et Sergio Zini qui nous ont fait voir aujourd'hui comment ça c'est possible dans la pratique extraordinaire dans l'expérience de Zini et dans l'expérience de Stangelini qui peut nous illuminer, nous guider. Et dernièrement, finalement, je dois dire que ici c'est un lieu de rencontre. Ici nous avons parlé de dialogue, mais ici c'est un lieu de dialogue. Je dois aussi dire donc que cette année, c'est aussi possible de contribuer à la construction de ce lieu à travers, par exemple, les donations dans les différents pavillons Donaora. Les donations peuvent se faire uniquement dans ces lieux-ci. Merci à tous.